Bonjour et bienvenue au module 10 de la formation des femmes africaines investisseurs de la CEA. Il s'agit du dernier module et il est consacré à la structuration au terme d'un fonds d'investissement en Afrique. Alors, la plupart des personnes qui se lancent dans la levée de fonds pour la première fois ne sont pas familières de ces notions de structuration et de termes de fonds d'investissement. Notre but dans ce module est donc de pouvoir vous présenter quelques notions, quelques éléments clés qui vont guider votre choix dans la structure de votre fonds, mais aussi dans le lieu de domiciliation de votre fonds. Enfin, nous souhaitons qu'après ce module, vous soyez capable de comprendre les termes clés qui vont être négociés entre vous et les investisseurs. Ces termes varient d'une géographie à l'autre. Dans les marchés émergents, certaines clauses ont plus d'impact que d'autres. Donc, nous allons essayer au fur et à mesure de cette présentation de vous présenter ces différents éléments pour que vous soyez bien outillés lorsque viendra le moment de négocier les termes de votre fonds. Merci encore une fois pour votre attention, votre engagement. Vous êtes arrivé jusqu'à ce stade. Ça veut dire que vous êtes très motivés et que vous avez à présent tous les outils nécessaires pour pouvoir devenir investisseur et aider par la même façon à relever le niveau de l'investissement en Afrique, à augmenter le nombre de femmes qui participent dans cette industrie. Et nous espérons vraiment avoir été un élément qui vous aura permis à la fin de réaliser votre rêve. Merci encore une fois. Bienvenue au module 10 de la formation des femmes africaines investisseurs offerte par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Ce module est consacré au private equity en Afrique, la structure et les termes des fonds. Il s'agit d'une présentation de Cindy Valentine pour la version française, Amy-Fanny Tonisso. Commençons notre propos par quelques principes fondamentaux. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans le choix de la structure d'un fonds et dans celui de la juridiction où vous comptez établir ce fonds. Le premier de ces facteurs est le mandat d'investissement du fonds. Pour parler simplement, c'est-à-dire dans quoi vous investissez et où vous investissez. Si vous êtes un investisseur en Afrique, par exemple, vous allez choisir une juridiction qui est favorable aux investisseurs basés en Afrique, c'est-à-dire qui présente des avantages pour ces investisseurs. Si le mandat d'investissement de votre fonds est d'investir dans les projets d'infrastructure, vous allez choisir une structure de fonds qui va être différente d'un fonds qui investit, par exemple, dans les entreprises en croissance. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est le type d'investisseur que vous comptez attirer dans votre fonds. En général, les investisseurs, et en particulier les IFD, les institutions financières de développement, ont des demandes très spécifiques. Certains n'investissent que dans certaines juridictions. D'autres demandent que vous mettiez en place des structures particulières, comme des fonds parallèles. Donc, le choix de la structure de votre fonds va être très influencé par le type d'investisseur que vous allez attirer dans votre fonds. Un autre exemple, les investisseurs américains nécessitent que vous fassiez quelques ajustements à la structure de votre fonds, en plus de la documentation juridique qui devra être revue par les autorités américaines. Troisième élément qui vous influence ici est ce qu'on appelle les AIFMD, autrement dit, la directive pour les gestionnaires de fonds alternatifs. Il s'agit d'un texte de loi européen qui régit les conditions d'accès aux investisseurs européens. Donc, ces conditions s'appliquent surtout à vous si vous visez des investisseurs qui sont basés dans l'Union européenne, comme les IFD. Le quatrième élément est l'optimisation fiscale. Pour les investisseurs, c'est un élément important, mais aussi pour les gestionnaires de fonds que vous êtes. Donc, il s'agit ici d'opter des structures qui vous permettent de minimiser les impôts que vous allez payer, d'éviter la double taxation, etc. Donc, soyons bien clairs ici, on ne parle pas d'évasion fiscale, mais d'optimisation fiscale. Cinquième élément, le lieu de travail de votre équipe
d'investissement et aussi votre équipe de support. Donc, surtout à cette époque, à l'époque présente où nous sommes avec les restrictions, le Covid, les voyages, etc., il est important de bien réfléchir à où vous allez opérer, à partir de quel pays. Et il est important également à ce stade-là de vérifier que la juridiction que vous allez choisir présente tout l'écosystème pour vous permettre de fonctionner, l'écosystème de support, c'est-à-dire les cabinets de conseil, les administrateurs pour les fonds, etc. Passons un peu de temps ici sur les AIFMD, c'est-à-dire la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs. Il s'agit d'un élément important. On a déjà dit qu'il s'applique surtout si vous comptez faire appel à des investisseurs européens, ce qui est le cas pour beaucoup de gestionnaires africains. Donc, on a choisi de consacrer un slide ici pour que vous compreniez effectivement de quoi il s'agit. Alors, la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs. Pour un fonds qui est établi dans l'Union européenne, le gestionnaire de fonds peut commercialiser son fonds auprès des investisseurs européens. C'est-à-dire qu'il peut rencontrer des investisseurs européens et leur pitcher son fonds, présenter son fonds et offrir la possibilité d'investir son fonds. Donc, c'est ce qu'on appelle commercialiser le fonds en français ou fund marketing en anglais. Donc, pour un fonds établi en Union européenne, il est possible de commercialiser son fonds si vous possédez le passeport de commercialisation européen ou le Marketing Passport from EU. Et vous pouvez, grâce à ce passeport, commercialiser votre fonds auprès de n'importe quel investisseur européen dans n'importe quel pays. Alors, ceci est un avantage vraiment intéressant parce que les différents pays européens ont mis en place différentes législations concernant la commercialisation des fonds. Ça veut dire que si vous n'avez pas ce fameux passeport et que vous vous adressez à 5 investisseurs européens de 5 pays différents, eh bien, vous allez devoir suivre 5 réglementations différentes, ce qui est coûteux, bien sûr, en temps et en argent. Mais le processus pour obtenir ce passeport est très compliqué. Environ 6 à 9 mois, c'est un coût élevé et vous avez de nombreuses obligations de reporting. L'alternative pour un gestionnaire de l'Union européenne qui n'a pas envie d'avoir autant de difficultés pour obtenir ce passeport, c'est d'avoir recours à un gestionnaire de fonds qui possède déjà ce passeport et qui pourra agir en son nom. Donc, c'est une demande à faire quand même en prenant des précautions nécessaires et en s'assurant que le gestionnaire de fonds qu'on choisit a effectivement toutes les autorisations et est capable de vous représenter dans l'Union européenne. Alors, la plupart des fonds africains, ils sont basés hors Union européenne. Ils n'ont pas de passeport pour la commercialisation et ils sont considérés comme des gestionnaires de pays tiers. De ce fait, ils sont soumis à une réglementation différente qui s'appelle les régimes nationaux de placement privé, RNPP, ou NPPR, National Private Placement Regime en anglais. Dans ce cas, le gestionnaire de fonds doit respecter la législation en cours dans chaque pays où il veut commercialiser son fonds. Cela demande donc beaucoup de temps et d'argent. Mais certains pays européens ont décidé d'adopter une approche plus allégée. Par exemple, le Royaume-Uni, la commercialisation ne commence que lorsque l'investisseur potentiel exprime un intérêt et est prêt à signer. C'est-à-dire qu'avant, tous les échanges que vous avez, les présentations, les pitches que vous faites ne sont pas considérés comme des démarches de commercialisation et donc ne sont pas soumises à autorisation préalable. Et en plus, au Royaume-Uni, la demande prend 48 heures lorsque vous demandez l'autorisation de commercialisation et ne coûte que quelques centaines d'euros. D'autres pays sont plus sévères. Par exemple, en Allemagne, la demande
pour une autorisation dure plusieurs mois. Et ça c'est avant même que vous commencez à parler à un investisseur. En France, par exemple, il n'y a pas de régime spécifique. Donc, la facilité ou la difficulté d'obtenir les autorisations nécessaires va dépendre des pays de provenance des investisseurs que vous visez. Alors, on va mentionner ici quand même un élément qui est souvent une alternative, qui peut servir d'alternative, mais il faut rester prudent. C'est ce qu'on appelle la sollicitation inversée. C'est-à-dire lorsqu'un investisseur basé dans l'Union européenne, dans ce cas, vous approche, vous, gestionnaire de fonds hors Union européenne, pour savoir si vous avez un fonds à commercialiser. Donc, il peut par exemple vous envoyer un message, voilà, nous avons entendu parler de votre structure, nous sommes intéressés à savoir ce que vous avez comme produit à commercialiser en ce moment. Dans ce cas, c'est lui qui va vers vous. Et donc, ce n'est pas vous qui allez vers lui. C'est pour ça qu'on parle de sollicitation inversée. Mais il faut rester très prudent sur cette notion parce que certains pays définissent la sollicitation d'une façon différente. Donc, vous pouvez vous trouver dans une situation un peu délicate si vous devez justifier de cette sollicitation inversée. Voilà, donc c'est la fin de ce slide pour vous donner un aperçu des AIFM. C'était important pour vous, pour vraiment décider, savoir si vous allez être basé dans l'Union européenne ou hors Union européenne. Alors, parlons ici d'un autre élément qui, approfondissons donc sur un autre élément qui va influencer votre décision en termes de structure, de fonds et de termes de fonds. Donc, une autre question à se poser pour prendre la décision, on a déjà vu, c'est dans quoi je vais investir. C'est très important. Une structure classique de fonds type fermé, avec une période de 10 ans plus 2 ans d'extension, c'est-à-dire que vous avez 5 ans pour investir et 5 ans pour désinvestir, est bien adaptée aux entreprises de taille moyenne ou aux opérations de buy-out, c'est-à-dire les opérations de rachat. En revanche, un fonds à capitaux permanents sera mieux adapté si vous visez des investissements dans le secteur immobilier ou dans celui de l'infrastructure, où la période d'investissement est longue et où vous avez des revenus associés durant cette période d'investissement. Dans ce type de fonds, c'est-à-dire les fonds à capitaux permanents qu'on appelle aussi evergreen en anglais, donc je vous donne les termes en anglais pour que vous soyez familiers parce que la finance demeure toujours fortement dominée par les anglophones. C'est important que vous ayez connaissance ou que vous soyez familier de certains termes que vous allez voir en anglais. Donc, les fonds à capitaux permanents, on les appelle aussi des fonds evergreen. Dans ce type de fonds, le gestionnaire peut lever des fonds continuellement. C'est-à-dire que, contrairement à un fonds d'investissement de type fermé, où vous avez environ 12 à 18 mois pour lever des fonds, dans un fonds evergreen, vous pouvez lever des fonds continuellement sans vous soucier. Donc, en résumé, il y a 3 éléments clés à considérer lorsque vous pensez au type de fonds et à la structure de fonds. Le type d'actifs dans lesquels vous allez investir, la période d'investissement plus ou moins longue et le type de rendement auquel vous allez avoir affaire. Donc, bien sûr, il y a une multitude de structures de fonds possibles. La liste qu'on vous montre ici est loin d'être exhaustive. Par exemple, je prends un exemple qu'on donne sur cette liste. Le mandat séparé ou segregated mandate. Si vous avez un investisseur qui vous sollicite, vous particulièrement, pour investir, on va dire 50 millions de dollars dans du venture capital, et il vous dit, je veux être le seul investisseur, vous pouvez alors mettre en place un segregated mandate fund, c'est-à-dire un fonds à mandat séparé, qui va être spécifique à la demande de cet investisseur. Autre exemple, dans le cas où vous avez plusieurs investisseurs intéressés à travailler avec vous, vous pouvez leur demander de préciser leurs intentions de contribution, le pledge en anglais. Donc, c'est pour ça qu'on parle de pledge fund.
Donc, tel investisseur va vous dire, moi, je contribue 5 millions de dollars, 10 millions, 20 millions, etc. Mais dans ce cas précis, vous allez agir un peu comme un club d'investissement. C'est-à-dire que dès que vous identifiez un investissement, vous retournez auprès de tous ces investisseurs et vous leur demandez si oui ou non, ils sont intéressés à participer à cet investissement. Donc, différents investissements dans votre portefeuille auront différents investisseurs en fonction des intérêts des uns et des autres. Autre type de fonds ici, le deal by deal. Je pense que c'est le type de fonds avec lequel vous êtes le plus familier, c'est-à-dire que dans ce sens, vous identifiez des transactions et pour chaque transaction, vous allez chercher un ou plusieurs investisseurs. Voilà. Parlons à présent d'une structure classique de fonds en Afrique. Si vous vous rappelez, nous avons déjà vu une structure à peu près similaire dans le module où nous parlions de l'administration des fonds et notamment des fonds basés juridiquement à Maurice. Donc, on va reprendre ici un schéma un peu similaire qui est encore une fois un schéma classique parmi tant d'autres. Alors, avant de commencer, un petit aparté. Au moment où je vous parle, Maurice, qui est la destination privilégiée des fonds africains, a été placé sous surveillance, notamment par l'Union européenne. C'est-à-dire qu'elle est considérée désormais comme étant une destination à haut risque pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, il faut savoir que l'Union européenne publie régulièrement des listes de destinations à surveiller. Et donc, depuis le mois de février, si je ne me trompe pas, de février 2020, l'île Maurice a malheureusement été mise sur cette liste. Donc, ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui? Ça veut dire que Maurice doit montrer patte blanche pour retrouver son statut et donc prouver qu'elle met tous les contrôles en place pour éviter le blanchiment d'argent et le terrorisme. Les autorités de Maurice travaillent dur pour répondre à ces attentes et on espère qu'en octobre, c'est ce qui se dit, en octobre 2021, Maurice sera retiré de la liste des pays à haut risque. Qu'est-ce qui se passe en attendant? Certains IFD ont continué à accepter d'investir dans des fonds domiciliés à Maurice et d'autres ont exigé des alternatives. Donc, ça dépend vraiment, c'est au cas par cas, mais de façon générale, on pense que cette situation ne va pas perdurer. Alors, parlons maintenant de la structure qui est présentée ici. Premier élément en vert sur votre gauche, c'est la structure juridique, le Limited Partnership, LP, ou Limited Liability Corporation, LLC. En français, la société à responsabilité limitée, qui est basée à Maurice. Il s'agit d'une entité avec une fiscalité transparente, c'est-à-dire qu'en tant qu'entité juridique, elle n'est pas soumise à des impôts, elle n'est pas taxée, mais les investisseurs dans cette structure, eux, sont taxés. Et donc, cette structure est vraiment préférée des investisseurs, notamment des LP, parce qu'elle leur permet deux choses, leur permet d'avoir une responsabilité limitée et leur permet une optimisation fiscale. Donc, les investisseurs investissent dans le LP, ils signent ce qu'on appelle le LPA, le Limited Partnership Agreement, ou l'accord d'investissement dans le LP, et les lettres d'accompagnement qui s'en suivent. Deuxième étape, juste au-dessus, la structure juridique consacrée au General Partner, elle aussi basée à Maurice. Et en fait, chaque LP ou Limited Partnership doit obligatoirement être associé à un General Partner qui, lui, a une responsabilité illimitée. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Troisièmement, le gestionnaire,
juste au-dessus du General Partner ou le manager, basé également à Maurice. Donc, c'est une entité qu'on met en place habituellement. On a un General Partner, il met en place un manager. Et c'est le manager qui prendra les décisions d'investissement. À son tour, le manager peut nommer un conseiller local, local advisor, qui va lui donner des conseils sur les investissements à faire et qui en général est basé dans le pays ou les pays où se font les investissements. Donc, bien sûr, il y a un comité d'investissement qui donne son avis, mais in fine, c'est vraiment le manager qui prend la décision finale d'investissement. Quatrièmement, la structure qu'on vous présente ici inclut également une structure juridique qui va accueillir le CARI. C'est ce que vous voyez sur la droite, le véhicule du CARI en bleu, juste en bas du conseiller local. Cinquième élément, on en a parlé un peu avant, mais certains investisseurs exigent des structures particulières, notamment des fonds parallèles ou fonds feeder, qui peuvent être basés soit à Maurice, soit dans d'autres juridictions. Si vous avez par exemple un investisseur américain, il est probable qu'il vous demande d'établir un fonds parallèle aux îles Caïmans ou aux îles Vierges britanniques parce que c'est ce que accepte la réglementation américaine. Un investisseur allemand, par exemple, vous demandera certainement d'établir un fonds parallèle plutôt domicilié au Luxembourg. Alors, pour aborder ici rapidement les aspects de flux économiques, on va juste faire quelques rappels. On sait, on l'a déjà vu, que le LP, c'est-à-dire l'investisseur, paye un management fee au general partner. Donc, pour ici, je vais peut-être retourner sur le slide pour que vous voyez les flèches en rouge. Donc, le LP paye des frais de gestion au general partner. Celui-ci utilise une petite partie pour ses frais de fonctionnement et transfère l'essentiel des frais de gestion au manager qui fait le travail sur le terrain. Et c'est un schéma qui est un schéma d'optimisation fiscale parce que les flux entre le GP et le LP ne sont pas taxés. Et le manager donc, reçoit ses frais d'investissement, ses frais de gestion, ce qui lui permet de payer également, par exemple, son conseiller ou ses conseillers locaux. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour les flux financiers. Revenons maintenant à ce slide qui est l'alignement entre investisseurs et general partner. Quand on y réfléchit, en fait, le but ultime de la structuration d'un fonds d'investissement, c'est d'aligner les intérêts des LP, des investisseurs, et des GP, des gestionnaires de fonds. D'un côté, les investisseurs veulent une responsabilité limitée, un schéma d'optimisation fiscale, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de double taxation, double imposition, un investissement passif, c'est-à-dire qu'ils veulent recevoir un retour sur investissement sans avoir à s'impliquer dans la gestion des investissements. De l'autre côté, le gestionnaire ou le manager veut recevoir ses management fees et son carry de façon efficiente et de façon optimisée fiscalement. Et ici, on a les directives de l'ILPA, l'Association internationale des LP, International LP Association, qui ont été développées pour encourager justement les discussions entre les LP et les GP. Nous développerons un peu plus ILPA dans les slides suivants. Alors, ILPA, les principes du private equity, nous en sommes à la 3e édition. Les principes fondamentaux évoqués par ILPA sont les suivants. Alignement des intérêts entre LP et GP, la gouvernance et la transparence. Au niveau de l'alignement des intérêts,
ILPA préconise que l'essentiel des profits du GP soit tiré des revenus générés par sa performance dans le fonds, contrairement aux revenus qui seraient externes. En matière de transparence, ILPA préconise que les LP aient accès à des rapports financiers assez complets et qui reflètent la réalité. Donc, il y a un certain nombre d'obligations en termes d'informations financières que vous devez transmettre à vos LP. Et enfin, en termes de gouvernance, ILPA s'appuie beaucoup sur le Advisory Committee ou le comité de conseil, dont le rôle est crucial, surtout lorsqu'il y a des conflits d'intérêts en jeu. Dans cette deuxième partie de notre présentation, parlons à présent de la logique économique des fonds, c'est-à-dire des flux économiques que nous observons dans les fonds d'investissement. Le premier de ces flux, c'est ce qu'on appelle les engagements ou les commitments en anglais, qui désignent les sommes que les investisseurs ou le gestionnaire de fonds sont prêts à investir, s'engagent à investir dans le fonds. Donc ainsi, les LP, les investisseurs dans le fonds, contribuent donc l'essentiel de la somme levée. Cette somme est libérée progressivement selon les demandes de décaissement, qu'on appelle drawdowns en anglais, qui sont faites par le General Partner. Donc, si vous avez un fonds dont la taille est de 100 millions de dollars, vous n'allez pas recevoir de la part de tous vos investisseurs 100 millions de dollars dès le premier jour d'opération. Les investisseurs vont prendre un engagement par rapport à un montant qu'ils vont investir dans votre fonds. Et à chaque fois que vous en avez besoin, vous allez faire des appels de fonds, des drawdowns en anglais, pour recevoir ces fonds et investir. Attention aux gestionnaires de fonds, la fréquence et le timing des appels de fonds vont affecter votre taux de rendement interne. Donc, si, en tant que gestionnaire de fonds, vous appelez toute la totalité de la somme au début, ben vous allez faire un TRI très bas. Donc, vous avez tout intérêt à espacer dans le temps les appels de fonds en fonction, encore une fois, des besoins que vous avez durant la période d'investissement, c'est-à-dire en fonction des investissements que vous allez faire durant les 5 premières années. En général, il y a une limite qui est posée pour les appels de fonds effectués pour les investissements de suivi, c'est-à-dire les deuxième ou troisième investissements dans les mêmes entreprises. Cette limite est variable, elle tourne autour de 20% en général du montant total que vous avez levé. Le General Partner, on l'a vu dans d'autres modules, s'engage aussi à contribuer de l'argent dans le fonds d'investissement qu'il lève. Cette contribution est en général de 1 à 3% du montant total des engagements et elle est traitée généralement comme toute autre contribution d'un investisseur dans le fonds. Le timing peut varier. Le GP peut choisir d'investir au fur et à mesure dans le fonds ou de le faire au niveau du premier, du deuxième ou du dernier closing. Donc, il y a un peu de flexibilité à ce niveau. L'autre type de flux économique à prendre en compte dans la gestion des fonds, bien sûr, ce sont les frais de gestion. Alors, on a déjà vu dans les modules précédents, dans un fonds de private equity classique, les frais de gestion sont calculés sur la base du total des engagements, c'est-à-dire sur la taille totale du fonds d'investissement, pendant les 5 ans de période d'investissement. Donc, pendant les 5 ans de période d'investissement, vous, en tant que gestionnaire de fonds, vous recevez un pourcentage du montant total des engagements comme frais de gestion. Pourquoi ce choix ici? Durant la période d'investissement, le gestionnaire de fonds a besoin de prédire ses revenus parce que c'est la période où il met vraiment toute son infrastructure, toute son équipe en place
Il est en train de travailler dur pour identifier les transactions. Donc, c'est important pour lui d'avoir un revenu récurrent et prévisible. En revanche, la situation change un peu après la période d'investissement, lorsque le portefeuille est constitué dans sa majorité. Les frais de gestion sont alors calculés sur le montant total investi. Pourquoi ce choix ici? Eh bien, tout simplement parce que les LPs, les investisseurs dans le fonds, estiment qu'à ce stade, le gestionnaire de fonds gère des actifs et qu'il doit être rémunéré plutôt sur la base de la valeur de ces actifs pour assurer un alignement des intérêts. Et donc, il doit moins compter sur ce revenu récurrent qu'on lui donnait avant, parce que maintenant, il faut qu'il performe, entre guillemets. Et donc, la base de calcul après la période d'investissement est revue pour qu'elle soit vraiment la plus conservative possible pour le general partner. Et on a vu ici, plutôt dans les modules précédents. Donc, on ne va pas revenir forcément, on vous a cité sur ce slide plusieurs types de produits financiers, dans l'immobilier, la dette, etc. Mais la base de calcul des frais de gestion va varier en fonction du type de fonds, bien sûr, surtout en fonction du mandat du fonds et de la taille du fonds. Parlons à présent des frais de transaction et du carré. Les frais de transaction représentent l'ensemble des frais que le general partner, le gestionnaire de fonds, facture pour ses services aux entreprises qu'il a en portefeuille. Par exemple, au moment de l'investissement, il peut facturer des frais de dossier, des frais de transaction aux entreprises dans lesquelles il va investir. Si le general partner a des membres de son équipe sur le conseil d'administration de la société en portefeuille, ces membres-là vont recevoir des frais. Donc, c'est l'ensemble de ces frais qu'on appelle les frais de transaction. Les LPs ici vérifient scrupuleusement ces frais pour éviter que le general partner ne tire trop de revenus de ses sources entre guillemets externes et donc reste concentré sur créer de la valeur et rentabiliser le portefeuille. Encore une fois, on revoit le principe d'alignement des intérêts. L'intérêt principal du gestionnaire de fonds est de pouvoir rentabiliser ses investissements et donc de tirer la grande partie de sa rémunération de ce travail-là plutôt que d'autres services qu'il rend aux sociétés en portefeuille. Donc, en principe, les frais de gestion sont déduits des management fees du general partner. Mais dans certains fonds, surtout dans l'Union européenne, le general partner a la possibilité de négocier quand même un montant de déduction. Donc, au lieu d'avoir tous les frais de transaction qui sont déduits, peut-être qu'il y a un pourcentage sur lequel il s'accorde avec ses investisseurs. Le deuxième élément ici est le carry que vous connaissez bien maintenant. Vous êtes familier avec cette notion parce qu'on l'a vu plusieurs fois. Donc, le carry, c'est 20% du profit du fonds qui revient au general partner. Et il est calculé en général sur l'ensemble du fonds, sauf dans certaines juridictions, comme peut-être les États-Unis, où il est appliqué transaction par transaction. Mais c'est un modèle plus rare. Parlons à présent de la distribution en cascade. Alors, certains d'entre vous sont déjà familiers avec ce principe, qui est vraiment un principe qui est appliqué à la distribution des flux économiques dans un fonds. Donc, on a vu comment l'argent rentrait dans le fonds. Maintenant, on va voir comment l'argent sort du fonds. La distribution en cascade, ou waterfall distribution en anglais, désigne la méthode par laquelle les différentes parties prenantes au fonds reçoivent leur dû. On parle de cascade parce que c'est séquentiel. Premièrement, le GP reçoit ses frais de gestion. On a vu dans le schéma de structure de fonds classique, il reçoit ses frais de gestion qu'il transfère au manager. Le manager lui-même paye ses conseillers et c'est comme ça que ça marche. Première étape.
Deuxième étape, les contributions des LPs, des investisseurs, sont repayées, plus tous les appels de fonds qui ont été faits par le GP depuis l'inception du fonds. Troisième étape, les investisseurs, les LPs, reçoivent leur retour sur investissement, encore appelé Preferred Return ou retour préférentiel, qui correspond au taux de rendement minimum avec lequel ils se sont accordés avec le General Partner. Ce taux tourne en général autour de 8%. Quatrièmement, et seulement à ce stade, c'est-à-dire seulement lorsque les investisseurs ont reçu non seulement le remboursement de leurs contributions et leur taux de retour préférentiel, le GP reçoit alors son catch-up, c'est-à-dire son rattrapage, qui lui permet de recevoir jusqu'à 25% des profits distribués aux LPs. Cinquièmement, la distribution donc, du reste des profits qui sont dans le fonds, après avoir passé toutes les étapes suivantes. 80% de ce qui reste va aux investisseurs, les LPs, et 20% va vers le General Partner, le gestionnaire de fonds. Alors, il existe différents types de distribution en cascade. Nous n'allons pas rentrer dans le détail, mais vraiment rester concentré sur celui que nous venons de décrire, qui est de loin celui que vous allez rencontrer le plus en Afrique. Dernier élément concernant les flux économiques. Deux clauses ici, dont le nom a été laissé en anglais de façon intentionnelle, pour que vraiment, encore une fois, en tant que francophone, vous soyez quand même familier avec les termes utilisés dans l'industrie. Nous avons l'escrow, qui est une sorte de compte séquestre, et le clawback, qui est une clause de récupération. Alors, ces clauses, elles sont mises en place par les LPs, les investisseurs dans le fonds, pour s'assurer que le General Partner ne reçoive pas de trop perçu. Je m'explique. On l'a vu précédemment que les distributions se font en général en cascade. Donc, il peut arriver qu'à la fin, lorsqu'on cumule toutes les sommes qui ont été reçues par le General Partner, on se retrouve avec un trop perçu. Donc, pour éviter se retrouver dans cette situation et de courir le risque que le General Partner ne leur rembourse pas les sommes trop perçues, les LPs insistent sur la mise en place de certaines clauses dans les termes du fonds. Donc, l'escrow ici, le compte séquestre, c'est un compte ouvert pour percevoir une partie des fameux 20% de carry qui sont dus au General Partner. Alors, le General Partner peut faire appel à certains mécanismes pour quand même avoir accès à une partie de la somme qui est retenue sur le compte séquestre. C'est négociable. Mais cette somme, in fine, elle sert de garantie aux LPs au cas où le GP a trop perçu et doit rembourser une partie au LP. Et qui ne se retrouve pas dans le cas où il dit « c'est vrai, j'ai trop perçu, mais j'ai investi cet argent dans autre chose, donc désolé, je ne peux pas vous rembourser ». Donc, c'est une garantie que les LPs insistent pour prendre en général. Deuxième mesure qui va dans le même sens, c'est la mise en place de ce qu'on appelle une clause de récupération, clawback en anglais. Cette clause donne la possibilité au LP de récupérer directement des GPs la somme trop perçue si le compte séquestre, donc le escrow, n'est pas suffisant. C'est-à-dire que la somme qui est sur le escrow n'arrive pas à couvrir la totalité du trop perçu. Les LPs vont alors aller directement chercher cette somme auprès des LPs.
Et dans certains cas, ils vont même demander auprès des GPs. Donc, les LP vont aller chercher la somme qui manque auprès des GPs. Et dans certains cas, ils iront même jusqu'à demander aux GP de donner des garanties personnelles. Et donc là, il faut vraiment négocier, hein, parce que ce n'est pas évident. Vous donnez déjà beaucoup en tant que général partner. Donc, on va dire que c'est un excès de précaution ici de la part des LPs. Et c'est un élément tout à fait négociable. Enfin, passons à la troisième partie de notre présentation, qui est consacrée aux clauses de protection pour les investisseurs, les LPs. Alors, vous l'avez compris, les LPs vont exiger un certain nombre d'éléments pour se protéger. Ces éléments constituent des points de négociation clés lorsque vous êtes un général partner. Il y a de nombreux points. Ici, nous avons fait le choix de parler de quelques points, mais vraiment des principaux, ceux qui reviennent souvent et qui sont les plus critiques. Commençons par la suspension de la période d'investissement. De quoi s'agit-il? C'est une mesure qui est prise par les LPs et comme son nom l'indique, pendant la période de suspension de la période d'investissement, le général partner ne peut plus faire d'investissement. Les raisons de cette suspension vont déterminer les conséquences in fine pour le général partner, c'est-à-dire sa résiliation ou celle du fonds, donc la résiliation du fonds plutôt, ou le retrait du général partner. Les causes potentielles de la suspension de la période d'investissement sont multiples. Nous allons vous parler ici des causes principales. Première cause, le départ d'une personne clé. Personne clé est désignée dans les accords juridiques. Donc, en général, il s'agit de l'équipe, de membres clés de l'équipe d'investissement qui sont bien identifiés et qui, en quelque sorte, portent le projet du fonds d'investissement sur leurs épaules. Si un ou plusieurs personnes jugées personnes clés sont licenciées ou décident de partir, ce ou ces départs peuvent déclencher la clause de personnes clés. Alors, attention, dans un passé récent, cette clause s'appliquait seulement pendant la période d'investissement, c'est-à-dire pendant les 5 premières années du fonds. Mais de plus en plus, les LP font la demande de prolonger cette clause pendant toute la durée de vie du fonds, parce qu'ils estiment que, certes, la période d'investissement du fonds est critique, mais la période après l'investissement l'est également, puisque c'est la période durant laquelle le général partner effectue les sorties de fonds et réalise des retours sur investissement. Alors, comment résoudre la situation lorsqu'on a un événement de personnes clés? Soit une personne est identifiée pour remplacer la personne clé qui part, elle est approuvée par les LPs et donc tout rentre dans l'ordre. Soit ce n'est pas le cas, il n'y a pas de résolution et donc les LPs déclenchent la clause qui entraîne une suspension de la période d'investissement et à la fin, une dissolution du fonds ou un retrait, remplacement du général partner sans faute. Nous allons revenir sur le terme sans faute dans les slides suivants pour que vous compreniez ce qu'on veut dire ici quand on parle de retrait sans faute. Alors, la suspension de la période d'investissement sans faute constitue une raison de suspendre la période d'investissement. Dans ce cas-là, où il n'y a pas de faute identifiée commise par le général partner, les limited partners peuvent voter pour décider de suspendre la période d'investissement pour une raison qui leur est propre. Et les conditions du vote sont un peu plus dures, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir au moins 75% des voix des investisseurs pour décider de procéder à cette suspension. Et si c'est le cas, donc comme vous en doutez, en général, c'est vraiment pour des raisons
où il est difficile de trouver une résolution et donc ils préfèrent mettre fin à la collaboration avec le general partner. Donc, la conséquence finale, c'est vraiment la potentielle dissolution du fonds. Une autre raison pour suspendre la période d'investissement, c'est le changement de contrôle. Dans ce cas, les LPs veulent s'assurer que le contrôle du general partner et la gouvernance sont en de bonnes mains. Les investisseurs veulent s'assurer que s'il y a un changement de contrôle au sein du general partner, sans leur accord, il y ait des conséquences pour le general partner, c'est-à-dire son retrait ou la résiliation pure et simple. Donc, il est possible d'avoir un changement de contrôle au sein d'un general partner, mais il faut au préalable l'autorisation des limited partners. Alors, le retrait ou la résiliation du general partner. Parlons justement de ces deux sujets. Donc, bien sûr, c'est une clause qui est sujette à beaucoup de discussions au moment des négociations, donc des discussions âpres entre les LPs et le GP. Les LPs veulent s'assurer qu'ils peuvent retirer le GP s'il ne se comporte pas bien. Et les GPs, eux, veulent s'assurer qu'on leur accorde quand même du temps et du soutien pour corriger certains faits et qu'ils ne soient pas, comme ça, du jour au lendemain, remerciés, compte tenu de ce qu'eux-mêmes, ils investissent également dans le fonds. Donc, vous voyez un peu là les intérêts des uns et des autres à réconcilier dans les discussions. Donc, on distingue deux types de retraits principalement. Le retrait pour faute. Donc, ici, par faute, on entend fraude, faute intentionnelle, négligence grave, mauvaise foi, mépris des règles, etc. Donc, en général, ce sont des listes qui sont données dans les documents juridiques. Et le deuxième type de retrait qui est moins fréquent, c'est le retrait sans faute. C'est-à-dire que le general partner n'a commis aucune des fautes qui est citée précédemment, mais le limited partner décide quand même, parce qu'il y a eu tel manquement ou telle situation, de lui retirer la gestion du fonds ou voire de dissoudre le fonds. En général, il y a quand même une période de grâce qui est accordée au general partner. Elle se négocie environ autour de 1 ou 2 ans. Si par exemple, vous êtes un general partner qui a levé un fonds juste au moment du Covid, eh bien, vous serez content d'avoir une période de grâce pendant laquelle les investisseurs vous laissent respirer un peu, mettre en place votre infrastructure et ne sont pas déçus parce que vous n'avez pas encore investi, ils comprennent que la période est difficile. Donc, pour un retrait pour faute, il faut à peu près 50% des votes des LPs et un retrait sans faute, 75%. Donc, c'est plus dur, mais c'est faisable. Pour un retrait avec faute, l'élément clé de négociation, c'est de définir la faute. Donc, qu'est-ce qui constitue une faute? Donc, c'est un élément que vous allez vraiment beaucoup discuter, négocier, renégocier avec vos LPs. Et c'est comme ça que ça se fait, c'est normal. Ensuite, comment résoudre la situation de faute? Là aussi, beaucoup de discussions pour avoir des moyens de résoudre la faute qui sont répertoriés tels quels dans la documentation juridique. Ensuite, quels sont les seuils de matérialité pour les effets indésirables? À partir de quand on a vraiment franchi une ligne qu'on considère sérieuse, grave? Ensuite, à quel moment la clause pour faute peut être activée? Est-ce que c'est après une décision de justice, avant, ou sur une simple allégation, ce qui est dangereux pour vous en tant que gestionnaire de fonds? Donc, vous allez pousser pour que le moment où se déclenche la clause soit le plus encadré possible. Donc, par exemple, par une décision de justice, une haute cour de justice, après appel, ce genre de choses. Et puis, de l'autre côté, les LPs ont poussé pour des conditions plus flexibles. Alors, quelle est la conséquence du retrait
du General Partner. Alors, s'il s'agit d'un retrait avec faute, le General Partner n'a plus droit aux frais de gestion et il n'a plus droit au carry non plus. Donc, c'est clair, si c'est un retrait avec faute, malheureusement, il renonce au carry et aux frais de gestion. Si c'est un retrait sans faute, ça se négocie. Par exemple, il peut négocier à peu près 6 à 12 mois de management fee pour couvrir ses charges avant la dissolution du fonds. Ou au niveau du carry, le General Partner qui a déjà fait des investissements peut négocier pour garder tout ou une partie de son carry. En général, ce sera seulement une partie parce que en face, les LPs vont lui expliquer qu'il faut recruter un nouveau General Partner qui lui aussi va avoir droit à une part de carry sur ses investissements. Alors, qu'est-ce qui arrive au montant investi par le General Partner dans le fonds lorsque celui-ci est retiré du fonds? Il y a plusieurs options. L'engagement financier du GP peut être acheté par le LP, ça c'est une option. Deuxième option, l'engagement financier du GP reste dans le fonds, mais le GP bénéficie de droits d'excuse ou d'exemption. Il n'est plus obligé de participer dans le fonds à l'avenir, donc aux autres appels de fonds. Donc, à peu près, les deux cas de figure ici se présentent. Terminons enfin par la transparence, qui est un élément clé qui est poussé par les LPs au moment des négociations. Dans les marchés émergents en particulier, le rôle prépondérant est donné au comité de conseil, le Advisory Committee, qui est souvent sollicité pour se prononcer et assurer une transparence dans le fonctionnement du General Partner. Nous avons aussi la clause de la nation la plus favorisée, qui en fait est une disposition pour protéger les investisseurs et leur permettre d'être tous sur le même pied d'égalité et d'être informés sur les conditions qui ont été accordées à d'autres investisseurs dans le fonds. Et donc, en gros, la clause de la nation la plus favorisée dit que si vous accordez un avantage particulier à un LPs, tous les LPs y ont droit et sont informés donc des conditions dans lesquelles les autres LPs ont investi dans votre fonds. Troisième élément concernant la transparence, c'est bien sûr l'information financière. Et donc, c'est très détaillé dans les accords d'investissement, toutes les informations financières, tous les reportings auxquels le General Partner doit se soumettre. Voilà. Alors, nous arrivons à la fin de notre module 10, qui est le dernier module, comme vous le savez, de la formation. Bravo à toutes d'être arrivées jusque-là. Nous espérons que cette formation a été utile pour vous et nous sommes impatientes de voir ce que vous allez en faire, de voir toutes ces nouvelles idées, ces nouveaux fonds se développer pour une Afrique plus prospère. Merci de votre engagement.